Je vais vous présenter d'abord un petit peu le laboratoire LAGEP, qui est un laboratoire un peu particulier, qui est installé, vous voyez sur la photo, sur deux sites. Le site de la fac de pharmacie que j'espère que vous reconnaissez puisque vous êtes dedans, et le site donc, sur la fac des sciences, qui est l'école de chimie, donc CPE, où nous sommes hébergés. Donc moi, j'habite plutôt du côté de la fac des sciences, mais je viens souvent vous voir en fac de pharmacie parce que je vous aime bien. Voilà. C'est un laboratoire de taille moyenne, vous voyez 100 personnes, donc la moitié de permanents et la moitié d'étudiants en thèse, en postdoc. Voilà. Et ce laboratoire, eh bien, il est compliqué. Il y a des équipes, une structure, etc. Mais pour l'essentiel, il y a trois thématiques différentes. De l'automatique. Donc l'automatique, c'est quelque chose, c'est très simple, c'est comme les maths. Vous savez, maintenant, il y a un grand problème parce que les étudiants dans le secondaire, les élèves dans le secondaire, n'arrivent pas à apprendre les maths. Eh bien nous, on a ce même problème avec l'automatique, on ne comprend rien. On essaye de comprendre et on va... Et donc c'est un grand challenge, on aime ça, on essaie de comprendre et de progresser dans notre tête auprès de gens qui sont des mathématiciens. Ensuite, on a donc du génie des procédés, où les opérations unitaires sur lesquelles on travaille sont essentiellement la cristallisation, le séchage, l'émulsification et les polymères en émulsion. Et puis une dernière partie qui s'appelle génie pharmacotechnique ou pharmaceutique, JPharm, dans lequel je travaille, et c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc un tiers, dans ce laboratoire qui est donc pluridisciplinaire, où on est censé travailler ensemble alors qu'on a des compétences complètement différentes. Voilà, donc l'équipe JPharm, j'ai divisé ça, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, ça a été fait par la chef qui s'appelle Stéphanie Briançon, en quatre thématiques. Des nouvelles formes galéniques pour la pharmacie, donc de la formulation, un petit peu de synthèse, mais très peu de chimie. On mélange pour obtenir des propriétés, on fait de la formulation, voilà. Et puis une partie qui est plutôt une partie génie des procédés de fabrication. Donc il faut concevoir et créer des formules, mais il faut être capable de les fabriquer, puis ensuite faire une évaluation, donc de la biopharmacie, avec des modes d'administration qui peuvent être essentiellement orales, parentérales ou topiques. Et enfin, des études in vivo, soit en collaboration avec des médecins et beaucoup avec des radiologues, puisque nous avons donc une équipe de médecins radiologues dans notre laboratoire. Voilà, donc je détaille un petit peu la formulation, différentes formes galéniques qui sont innovantes, évidemment. Voilà, des microémulsions, donc des mélanges de tensioactifs d'eau et d'huile à l'équilibre, très petites. Des émulsions qui peuvent être nano ou micro, des particules de polymères comme ici, dans lesquelles on met des actifs. Les petits objets roses, ce sont les molécules d'actifs. Donc beaucoup de particules de polymères, microparticules, nanoparticules. Des cyclodextrines. Les cyclodextrines, ce sont des molécules et avec une cavité dans la molécule, et donc l'actif vient s'encapsuler dans une molécule. Donc c'est un peu différent. Et puis des choses où on mixe différentes formes galéniques, on va dire, comme ces émulsions de Pickering sur lesquelles nous avons une grosse activité, qui sont des émulsions d'huile dans l'eau, donc de l'huile dispersée sous forme de gouttelettes dans de l'eau. Mais à la place de l'émulsifiant, il y a des particules solides qui peuvent avoir une activité, qui peuvent encapsuler des actifs. Donc on combine les particules solides intéressantes avec une émulsion qui est aussi intéressante. Donc tout ça, ça fait que c'est très intéressant. Voilà. Au niveau procédé de fabrication, alors, on fait beaucoup d'émulsification, parce qu'on travaille beaucoup sur les émulsions, et puis donc qui sont de manière classique de l'agitation, mais il y a des procédés un peu plus particuliers, comme l'homogénéisation haute pression, et puis les procédés membranaires d'émulsification, où on extrude de l'huile à travers une membrane, donc un matériau poreux, pour faire des gouttelettes qui vont dans la phase aqueuse. Voilà. Donc on fait des nanos, des microparticules, des émulsions microniques, nanométriques, des liposomes. On regarde la cristallisation des actifs, l'activité dépend de cela. Voilà. Et en biopharmacie, on a trois voies d'administration principales sur lesquelles on travaille. La voie orale, où on a eu une grosse activité sur l'administration par voie orale pour les jeunes enfants et pour les bébés, pour les médicaments pédiatriques, donc des films oraux dispersibles, parce que bon, les bébés, on ne peut pas les injecter, on ne leur fait pas de piqûre, donc c'est forcément par voie orale, le sirop, il le recrache, etc. Donc il y a des formes galéniques spécifiques pour pédiatriques. Voilà.
Et puis la voie parentérale, on injecte beaucoup de choses, mais beaucoup de particules de polymères, et de préférence des nanoparticules de polymères, parce que si c'est trop gros, ben, ça va faire de l'embolisation, hein, ça va boucher les vaisseaux sanguins. Et donc des particules sur lesquelles on va travailler sur la surface des particules pour pouvoir les diriger vers tel ou tel endroit dans l'organisme pour avoir une vectorisation des substances actives qui sont solubilisées à l'intérieur des particules de polymères. Et la dernière voie sur laquelle moi j'ai travaillé beaucoup avec ma collègue Marie-Alexandrine Bolzinger, c'est la voie topique, donc cutanée. Et donc, vous voyez que la structure de la peau, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, c'est un truc super compliqué avec plein de couches de propriétés différentes. Et donc, faire pénétrer une substance active dans la peau vers son cycle d'activité qui se trouve dans l'épiderme, dans le derme, dans l'hypoderme, ça dépend des actifs, c'est vraiment un challenge parce que la peau, ce n'est pas un épithélium qui est conçu pour avoir des échanges de matière, c'est un épithélium qui est conçu pour être une barrière protectrice du corps. Donc c'est difficile de pénétrer. Voilà, donc on a des formes galéniques qui sont très variées et qui vont pouvoir cibler telle ou telle cible biologique plus ou moins profonde à l'intérieur de la peau. Et enfin, donc in vivo, nous avons donc 2 médecins radiologues qui font partie du LAGEP, David Crisa et Marc Janier, qui font donc de l'imagerie radioactive, dans cette plateforme qui s'appelle ImterNat. Voilà, donc ils font du radiomarquage et de l'imagerie PET et SPECT sur des animaux en préclinique. Voilà la présentation du LAGEP, qui est un laboratoire où on fait plein de choses très intéressantes. Et donc moi-même, donc je m'appelle Yves Chevalier, c'est moi. Voilà. Pour l'essentiel, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qui me fait plaisir, comme beaucoup de gens comme moi. Donc de la physico-chimie, et la physico-chimie, pour nous, en fait, c'est un support pour la formulation. Donc ça permet de concevoir des formes galéniques, mais surtout de comprendre ce qu'on fait et de comprendre les mécanismes d'action d'actifs mis dans ces formes galéniques. Voilà, donc la formulation, c'est mélanger pour avoir des propriétés. La physico-chimie, c'est plutôt l'aspect compréhension de ce qu'on a mis dans les formulations. Et donc je travaille avec mes collègues préférés, que j'aime bien, je ne sais pas comment dire, je ne voudrais fâcher personne non plus. J'en ai mis certains, j'en ai peut-être oublié d'autres, voilà. Et puis, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je fais aussi de la chimie et de la physico-chimie sur des sujets pluridisciplinaires d'assez grande variété. Et donc, je vais vous montrer des exemples. Donc ici, vous avez, eh bien, moi en bas, là, à gauche, ou à droite pour vous, et puis 4 étudiants qui ont fait des thèses de doctorat. Donc, je vais vous décrire brièvement ce qu'ils ont fait pour que vous ayez un panorama de tout ce qui est possible de faire avec de la physico-chimie, et pas forcément vraiment que de la pharmacie galénique, puisque là, il n'y a pas de pharmacie galénique. La première, voilà, elle est entourée par un rond rouge. Voilà. Elle s'appelle Denise Cartoso. C'est une vétérinaire qui a travaillé donc une thèse pour étudier la biodisponibilité de l'oxyde de zinc pour nourrir les poulets. Le zinc, c'est un oligoélément qui est fourni comme complément alimentaire pour les poulets, pour les maintenir en bonne santé et pour les faire grossir plus vite. Voilà. Donc dans les élevages intensifs, évidemment, hein, donc les gros clients de la société avec qui on en travaillait, ils se trouvent en Asie du Sud-Est, où on mange beaucoup de poulet. Voilà. Et donc l'objet, c'était, donc toutes ces poudres d'oxyde de zinc sont très différentes. Vous avez des photos, vous voyez qu'elles sont motées, elles sont sous forme de mottes ou de poudre fine. Bon, il y a des couleurs différentes qui viennent d'impuretés. Et si on regarde en microscopie électronique, on voit bien qu'on a des grosses particules cristallisées de grande taille, mais on a aussi des particules cristallisées aussi de très petite taille qui sont agrégées, agglomérées plus ou moins. Et l'état d'agglomération ou d'agrégation influence la vitesse de dissolution de l'oxyde de zinc dans le tractus digestif et donc la biodisponibilité du zinc dans l'organisme. Voilà. Ensuite, donc, dans la thèse de Denise, elle a fait à l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique, un élevage de poulets pour faire des tests donc in vivo
Donc peser les poulets, regarder où va le zinc dans les poulets, pour différents types d'oxyde de zinc, pour trouver l'oxyde de zinc optimal, pour avoir la meilleure biodisponibilité. L'enjeu, c'est le maintien en bonne santé des poulets et leur croissance rapide. Ça, c'est un enjeu, je dirais, économique. Mais un deuxième enjeu, c'est tout le zinc qui n'est pas biodisponible, il part dans l'environnement. Et ça, c'est un problème de pollution environnementale. L'accumulation du zinc dans les eaux résiduelles, ça tue les algues, etc. Voilà, les gros animaux que nous sommes, on a besoin de zinc, mais la faune aquatique, non. Le deuxième sujet, c'est celui de Joris Arnaud. Voilà, lui, il a fait de la formulation de mousse d'extinction d'incendie. Donc, sans fluor, le challenge, c'est on utilise des agents moussants fluorés pour faire des mousses d'extinction d'incendie. Et les composés fluorés sont biopersistants. On en trouve maintenant dans les poissons de l'océan Antarctique. C'est terrible. Voilà. Alors, on arrête ça. Et donc, le développement de mousses sans agents moussants fluorés, c'est quelque chose de difficile sur lequel Joris a travaillé. Donc, je vous montre un peu le test. Sur feu, voilà, on a un feu, on verse la mousse dessus et la mousse éteint le feu. Ça marche, et il n'y a pas de fluor là-dedans. Ensuite, on enlève un petit peu, on essaie de réallumer le feu avec une allumette. Voilà, et ça ne se réallume pas. Donc voilà, là on a un produit performant qui éteint les feux et qui empêche que le feu reparte tout seul parce qu'il y a les vapeurs au-dessus qui peuvent se renflammer facilement. Le feu, ce qui brûle, ce sont les vapeurs au-dessus du combustible, ce n'est pas le combustible directement. Voilà, mais un vrai essai, ça se fait en grand. Donc on a un bac de 200 litres d'heptane qu'on allume, voilà. On laisse brûler 200 litres d'heptane là, pendant 2 minutes. Donc là, c'est accéléré, on ne va pas attendre 2 minutes. Voilà, là on a un beau brasier et ensuite, donc, on approche le canon à mousse, le canon à mousse, et on projette la mousse sur le feu pour tenter de l'éteindre. Voilà, donc c'est le genre de test qui a été fait dans cette thèse. Bon, pas dans l'arrière-cour du bâtiment de la fac de pharmacie, bien évidemment, chez l'industriel Bioex avec qui on a travaillé. Voilà, donc, et ça marche, en 5 minutes, le feu est éteint. Voilà. Les températures sont très élevées, 200 litres d'heptane qui brûle de manière libre pendant 2 minutes, c'est terrible. Ensuite, on peut faire le test de voir si le feu se réallume. Donc tout ça, c'est du test qui sont normalisés, il y a des normes. Donc ils vont amener un pot qui contient de l'heptane. Voilà. Mettre le feu à ce pot qui contient de l'heptane et regarder si le feu qui est au centre du feu éteint réallume le feu. Allez, vas-y, Joris. Il hésite. Voilà, donc ça brûle au milieu, mais ça ne réallume pas les vapeurs qui sont au-dessus, à côté. Donc voilà la mousse sans fluor qui fait une espèce de meringue de mousse au-dessus du combustible, protège le combustible, éteint le feu et empêche le réallumage. L'autre, c'est Chérifa Ayadi. Chérifa Ayadi, c'est une étudiante tunisienne qui a fait une thèse en co-tutelle avec la faculté des sciences de Tunis El Manar sur des matériaux polymères à empreinte moléculaire. Vous voyez en bas, on a donc une photo de particules de silice. C'est une phase stationnaire de chromatographie. Et à la surface des grains de silice, on va greffer de la polyaniline. On polymérise de l'aniline sur la surface pour faire de la polyaniline en présence d'une molécule qui va s'inclure dans la couche de polymère. Voilà. La molécule en question, c'est un filtre solaire qu'on met dans les produits de protection solaire. Et ensuite, on extrait les molécules qui ont été incluses là-dedans. Ça laisse des cavités dans le polymère qui ont la mémoire de la forme de la molécule qui était présente lors de la polymérisation. Et donc, si on remet en présence de ces mêmes molécules, ces molécules vont pouvoir se complexer, s'inclure dans les cavités qui ont la forme convenable, alors que des molécules différentes ne vont pas le faire. Donc, on acquiert de la sélectivité dans l'absorption, donc c'est du matériau qui va servir pour des utilisations en analyse, en chimie analytique. Voilà. Voilà, et ensuite,
Ensuite, que je dois vous montrer, ah, nous sommes internationaux, nous faisons des coopérations internationales beaucoup. Vous avez vu la coopération avec la Tunisie. Bon, la Tunisie, c'est un pays où l'enseignement est en français, c'est un pays arabe mais francophone. Mais on va aussi ailleurs, donc international cooperation. So you can see my colleague from Cairo, Mohamed El Tahami, this is my left, your right, I don't know. Huh? And we visited Cairo. So this is science, international cooperation for scientific, but also we have a lot of fun because we know new friends, visit new countries. We went to the souk at Cairo and to the Grand Pyramid also. So this is a corridor that goes in the center of the pyramid in the funeral chamber. You can see me. So we have to crawl inside and reach the funeral chamber. And finally, there is one that I skipped. Yeah, where is she? Okay, this is iodinated nanoparticles, the thesis of Joëlle Balegamire. So what did she do? So this was in a European project, H2020, named SPCCT. The purpose was to develop new contrast agent for the valorization of a new X-ray scanner. This X-ray scanner is a spectral photon counting computed tomography. So photon counting, the detector detects photon one by one. So there is a very low background noise, so an enhancement of the signal-to-noise ratio. We have a better sensitivity. And this is spectral. It means that the picture is a three-dimensional picture. So there are three dimensions, and there is a fourth dimension, which is the wavelength of the X-ray radiation. So this is, we get a spectrum in each voxel. A voxel in tomography is a pixel for the three-dimensional image. So we worked with radiologists of the Hôpitaux Civils de Lyon, with imaging engineers there also, with the Voxen company and l'AGEP. There was a PhD student, Joëlle Balegamire, me and Hatem Fessi, working on this project. And what was interesting with this is that this was European, so we had colleagues everywhere around Europe. In Germany, at Hamburg, with the Philips company, we developed the SPCCT scanner. And in Israel, at Haifa, also, the same company, Philips. In Italy, Giuseppe and Rachele at Torino, the Braco company also at Torino, Hôpital Saint-Luc at Brussels, King's College at London, and what else? Erasmus University at Rotterdam. There were people who were evaluating the relevance of the contrast agents and the scanners with respect to economic issues, because all the healthcare ways of working in different European companies are different. In France, we have Sécurité Sociale. In Germany, this is something else. So they have to evaluate what are the benefits with respect to the supplementary cost, because a new scanner is more expensive than the usual. So at Lyon, there was Hospice Civil de Lyon, Voxcan company, and several labs for the university with l'AGEP. So here is a Philips SPCCT scanner. So I'll give you a summary very fast of the content, because afterwards it will go faster again. So the first step is the synthesis of iodinated polymer. We need as a contrast agent to heavy elements. So we worked on iodine. So we did organic chemistry, the synthesis of iodinated polymer. And then this iodinated polymer is dispersed in the form of nanoparticles dispersed in water. And we need to have concentrated dispersion and very small sizes of the nanoparticles. And then there was, I skipped it, but an in vitro evaluation of the radio opacity
of these contrast agents. And finally, the in vivo biodistribution by scanning small animals. So this is a preclinical investigation. And what is interesting is what we compared small iodinated molecules, which are standard contrast agents, commercially available contrast agents. We compared that with the iodinated nanoparticles that we prepared. So here again, Joëlle, okay, and she looks quite serious there. But you know, PhD thesis, this lasts 3 years. So this is also like a human venture. So of course there is science which is serious, but there are also extra scientific stuff that are also very important. And so here is Joëlle at the half marathon of Annecy with several other people of the students of the LAGEP. And once she has been trained, she could also do another race like this in the backyard of the LAGEP at the Ladoua campus. So science can be fun. And now I want to show you the funny side of science, if I can, because this is difficult. So, an iodinated polymer was prepared by an esterification reaction of polyvinyl alcohol and triiodobenzoyl chloride. NMR analysis gave iodine content of 70%. The final compound was called JB51. The dispersion in water of the nanoparticles was done by the nanoprecipitation process. A polymer solution was mixed up into water for the precipitation as nanoparticles. It is being concentrated up to a high concentration to reach the right dosage of a good contrast agent. And now the rats are coming. The rats. Yo! Iodinated contrast agent was injected to rats. Small iodinated molecules accumulate in the kidneys and they are cleared very fast. JB51 stays for long in the blood and it accumulates in the liver and in the spleen. JB51 provides clear images of the circulation for a long time. Great. And the rats ask for more JB51 because the rats are happy. And the rats are dancing. And the rats are thanking you for your attention. Ah oui, non, mais oui, excusez-moi, les questions, bien sûr. Mais oui, je dis merci, mais vous avez certainement des questions à poser. J'étais dans l'élan de la présentation. Oui, on a encore du temps, bien sûr, pour des questions. Donc je repasse la parole. Oui, vous l'avez, donc je vous passe la parole à vous. Je vous passe le micro. Qui aurait des questions Oui, je me pose la question, est-ce qu'il avait adopté les rats donc
Oui, moi j'ai beaucoup d'animaux qui sont très sympathiques pour moi. On a commencé donc à faire de l'absorption cutanée et le modèle pour la peau humaine qui est difficile d'emploi, c'est la peau de cochon. Alors on a beaucoup travaillé avec les cochons qui sont devenus mes amis. Et là, depuis que je travaille avec les médecins radiologues, les petits animaux sont soit des souris, soit des rats, des lapins. Donc là, des rats en l'occurrence, voilà. Et j'ai bien aimé les poulets pour la nutrition animale. Et la prochaine étape, c'est la nutrition animale des cochons, puisque là aussi, il faut des compléments alimentaires pour les faire grossir les cochons et les maintenir en bonne santé. Et donc le l'iode, ça sert que d'agent de contraste au niveau des approches thérapeutiques, ça peut être un autre élément que tu peux greffer. Oui, oui. Donc voilà, bon, la règle pour un scanner à rayon X, c'est d'avoir des éléments lourds pour avoir du contraste. Donc l'agent de contraste standard, c'est le produit iodé. On injecte de l'iode. Bon, c'est pas le iode pur, c'est un produit iodé. Voilà. Mais on peut mettre n'importe quel élément lourd. Donc d'autres labos, donc pas nous, mais le labo à l'École normale supérieure, ont travaillé sur le gadolinium pour faire des agents de contraste à base de gadolinium. On essaye de travailler sur le tantal, le tungstène et d'autres éléments avec ma collègue ici présente, Héloïse. Vous voulez peut-être vous rajouter autre chose? Je voudrais vous remercier d'être venu. On a eu un moment de frayeur d'être obligé de faire ça devant une salle vide. Donc, merci d'être venu. Et pas que mes collègues du LAGEP, il y a même des gens que je ne connais pas qui sont venus voir. Merci.